Le cervelet joue un rôle primordial dans le fonctionnement du corps humain. En effet, celui-ci est impliqué dans la coordination des mouvements des membres et le contrôle de l'équilibre. Malheureusement, cette région peut être touchée de différentes manières, comme c'est le cas dans l'ataxie cérébelleuse. L'ataxie se caractérise par des mouvements volontaires, incoordonnés, saccadés et imprécis, mais tout en conservant une force normale. Il s'agit d'un signe clinique qu'ont en commun toutes les lésions cérébelleuses. Le sujet d'aujourd'hui. En quoi consiste l'ataxie cérébelleuse et pourquoi est-il important de l'aborder en ergothérapie? Bienvenue à Attache tes neurones. Pour comprendre l'ataxie cérébelleuse et ses impacts, il faut commencer par faire un bref résumé des structures anatomiques du cervelet et les circuits qui sont impliqués dans la transmission de l'information à cette partie du cerveau. Donc, le cervelet est situé en postéro-inférieur du crâne. Il comprend 3 couches. Les couches externes sont faites de matière grise, alors que la couche interne est composée de matière blanche. Les couches internes et externes comprennent les interneurones, alors que la couche du milieu contient le corps de cellules de Purkinje, qui projettent en dehors du cortex. Dans la matière blanche se trouve le noyau cérébelleux, qui projette au noyau vestibulaire, réticulaire et rouge, ainsi qu'au thalamus moteur. Le cervelet est divisé en 3 lobes, antérieur, postérieur et floculonodulaire, qui est aussi nommé le vestibulo-cervelet, et 3 sections verticales, le dermis, le paravermis et les hémisphères latéraux. Le dermis et le paravermis forment le spinocervelet et le cérébrocervelet. Le vestibulo-cervelet est impliqué dans l'équilibre. Il établit l'équilibre par un voie réticulo-spinale et vestibulo-spinale en modulant l'information du noyau vestibulaire et réticulé. Le spinocervelet coordonne les mouvements grossiers des membres. Il reçoit les informations proprioceptives à partir de la périphérie par les voies dorsales et ventrales spinocérébelleuses et de l'information pour l'équilibre et la locomotion provenant du noyau vestibulaire et le noyau ponteux. Le cérébrocervelet coordonne les extrémités et les mouvements volontaires. Il est interconnecté avec le cortex cérébral moteur. L'information provient du cortex cérébral moteur et est transmise par la voie cortico-ponto-cérébelleuse. Il y a 2 types d'afférences qui se rendent au cervelet, les fibres moussues et les fibres grimpantes. Les fibres moussues proviennent de la moelle épinière, de la formation réticulée, du système vestibulaire et du noyau ponteux. Elles transportent de l'information somatosensorielle concernant l'équilibre et l'excitation et de l'information motrice provenant du cortex cérébral. Les fibres grimpantes proviennent du noyau olivaire inférieur du tronc cérébral et véhiculent de l'information à propos des erreurs de mouvement jusqu'au cervelet. Maintenant que nous connaissons mieux les structures du cervelet, nous pouvons aborder les causes de l'ataxie cérébelleuse. L'ataxie peut être d'ordre héréditaire. En effet, une mutation dans les gènes peut causer une ataxie par le mode de transmission héréditaire dominant ou récessif. Dans ce cas, c'est la dégénération des cellules de Purkinje qui sont à l'origine des symptômes. Il peut également avoir des causes acquises pour l'ataxie, par exemple les tumeurs, la sclérose en plaques, les infections, l'alcoolisme et des malformations congénitales. Les ataxies cérébelleuses peuvent également être dues à des lésions au niveau du cervelet qui peuvent être causées par des TCC. Si la lésion est unilatérale, ce sont les mouvements du même côté du corps qui seront affectés. C'est le cas parce que les efférences des voies descendantes médianes restent ipsilatérales et les efférences qui projettent du cortex cérébral de manière contralatérale ont des voies qui croisent la ligne médiale en descendant. Il y a donc un double croisement de la ligne médiane. Si la lésion est au niveau du vermis ou du lobe floculonodulaire, les symptômes d'ataxie toucheront plus le tronc. Si elle est au niveau du paravermis, ce sera la démarche et les membres qui seront plus touchés. Et si elle est au niveau des hémisphères latéraux, ce sera la main et ses mouvements de motricité fine qui seront touchés. Les ataxies peuvent aussi être secondaires à une ischémie post-AVC au niveau du cervelet, mais dans ce cas, il y a souvent un retour complet des capacités après quelques semaines. Le cervelet a des régions spécialisées pour contrôler chaque type de mouvement, et selon le site de la lésion, les conséquences sur le mouvement seront différentes. Notre équipe a pu filmer Chloé, une jeune femme atteinte d'ataxie cérébelleuse, dans son quotidien. Les signes et symptômes de l'ataxie cérébelleuse peuvent se retrouver dans une des 6 catégories suivantes. On peut retrouver chez les gens avec une ataxie cérébelleuse un déficit de la stabilisation du regard sur une cible, un nystagmus, une capacité limitée à adapter le réflexe vestibulo-oculaire à des besoins visuels changeants,
des difficultés à réaliser des poursuites lentes combinées à des mouvements de la tête et des poursuites visuelles limitées et saccadées. Au quotidien de la personne, ces symptômes peuvent se répercuter dans ses activités qui impliquent la lecture, par exemple. Les déficits du langage. Cela peut inclure la dysarthrie, mais peut aller jusqu'à compromettre toute communication verbale. L'élocution d'une personne atteinte d'ataxie cérébelleuse est habituellement lente, les mots sont mal articulés et l'initiation des phrases est difficile. Cela peut évoluer vers une parole scandée, explosive et quelque peu nasillarde. Salut, ça va? Le mouvement présente des irrégularités au niveau de la vitesse, de l'accélération et du timing. Par exemple, l'initiation du mouvement est retardée, le mouvement est lent et saccadé, les amplitudes de mouvement sont exagérées. Les gestes fins et précis sont maladroits, la décomposition du mouvement est difficile et manque de coordination. Le client peut rater son objectif étant donné un manque de contrôle de mouvement en raison de mouvements trop courts ou trop longs. Il présente des tremblements d'intention lors des gestes volontaires et une difficulté à enchaîner rapidement des mouvements volontaires successifs et alternés. Il est très commun d'observer ces déficits chez les clients avec une ataxie cérébelleuse et c'est ce qui affecte le plus les AVQ. On peut observer une démarche titubante accompagnée de chutes fréquentes. Le client écarte les bras pour augmenter son équilibre. L'initiation de la marche est retardée, les pivots sont ardus et l'arrêt est difficile dû à des mouvements anormaux des hanches et des genoux. Il en résulte des mouvements décortiqués moins fluides et ainsi la marche semble instable et non sécuritaire. Il peut alors être ardu de se déplacer dans des lieux non familiers ou qui présentent des habitacles architecturaux. Le manque de fluidité dans les mouvements ainsi qu'un équilibre précaire diminue la performance de ces personnes. Des fonctions exécutives et visio-spatiales altérées ou réduites et des comportements inappropriés ont souvent été reportés par des clients ayant une ataxie cérébelleuse. Au plan fonctionnel, on mentionne également un manque de concentration, de persévération, de l'impulsivité, une adénonie et une passivité. Une minorité de patients démontrent des réponses vasomotrices anormales aux mouvements volontaires, comme une hyperventilation, une bradycardie ou une dilatation des pupilles. Comme vous avez pu le remarquer, l'ataxie cérébelleuse entraîne des difficultés dans les activités de la vie quotidienne et dans les occupations de la personne qui en est atteinte. C'est pourquoi les professionnels de la santé ont un rôle important à jouer dans l'évaluation et le traitement de cette maladie. Le premier contact de l'ergothérapeute sera pour l'évaluation des symptômes. Voici quelques exemples de tests qui seraient possibles de faire afin d'évaluer les troubles de mouvement des membres mentionnés précédemment. Le test douané pour évaluer la dysmétrie, le test des mouvements alternés rapides des mains pour évaluer la diadococinésie et le 9-hole pec test également. De plus, les déficits de la posture pourront être observés par un test de posturographie dynamique ou statique. Finalement, la démarche sera évaluée par une simple observation de la marche du client. Pour ce qui est des traitements, il est d'abord important de mentionner que bien que les recherches sur le traitement de l'ataxie cérébelleuse avancent, aucun traitement miracle n'est encore disponible pour le guérir. En effet, seuls les symptômes peuvent être contrôlés. Comme mentionné plus tôt, les symptômes de l'ataxie cérébelleuse se retrouvent dans 6 catégories différentes. Et afin de pouvoir retrouver au maximum les capacités perdues du client, un travail multidisciplinaire sera indispensable. L'équipe sera entre autres constituée d'un orthophoniste, d'un physiothérapeute et bien entendu d'un ergothérapeute. Le langage sera traité par l'orthophoniste. Ses buts principaux seront d'évaluer et d'améliorer l'élocution, le débit du langage et la tonalité de la voix. Les rôles de l'ergothérapeute et du physiothérapeute peuvent parfois être difficiles à différencier dans un cas d'ataxie. On note que le physiothérapeute travaillera surtout au niveau du système musculo-squelettique afin d'améliorer la posture, la démarche et l'équilibre. L'ergothérapeute, quant à lui, pourra adapter l'environnement de la personne, offrir des aides techniques et pourra également ajouter sa couleur en regardant les atteintes d'un point de vue fonctionnel. La réadaptation suivra 4 buts principaux. Améliorer l'équilibre et la réaction posturale, améliorer et augmenter la stabilisation posturale, développer la fonction des mouvements des membres et développer une démarche autonome et fonctionnelle et ainsi augmenter l'autonomie du client dans ses AVQ. Un exemple d'exercice sont les exercices de Frankel qui ont démontré plusieurs bénéfices pour le traitement des symptômes de l'ataxie cérébelleuse. On va maintenant pratiquer les exercices de Frankel. Pour commencer, je vais vous demander de soulever les talons de façon alternée, rythmiquement. En effet, il vise à maintenir ou améliorer la coordination des membres une fois que les articulations proximales sont stables. Maintenant, de la même façon, on va soulever le pied au complet.
De plus, ces exercices améliorent la stabilité posturale, l'équilibre et la démarche. OK. On va maintenant pratiquer à transférer de assis à debout. Je vais vous demander commencer par mettre les pieds en dessous de votre chaise. Avancer les fesses. Vous allez pouvoir mettre les mains sur vos cuisses. Puis lever d'un coup en gardant le tronc droit. Les exercices de Frankel peuvent être utilisés pour les membres supérieurs et inférieurs. Rassoyez-vous de la même façon suivant les mêmes étapes. Pour que cela devienne un automatisme, ils devront être répétés plusieurs fois. Avec cette technique de réadaptation, on vise à maintenir ou améliorer les capacités du client. Lorsque toutefois cela n'est plus possible et que le client a atteint un plateau, des stratégies compensatoires peuvent être utilisées, telles que des aides techniques à la marche. En fait de réduire les risques de chute, l'ergothérapeute peut également modifier l'environnement physique de la personne. Toutes ces interventions sont dirigées vers le même but, soit de rendre la personne la plus autonome et fonctionnelle possible. Les traitements de l'ataxie cérébelleuse sont également la source de traitements novateurs. C'est d'ailleurs une maladie dont s'intéresse la société Mira qui aide dorénavant cette clientèle en entraînant des chiens d'assistance. C'est ce qui conclut notre émission sur l'ataxie cérébelleuse. À la semaine prochaine!